On nous a raconté une histoire sur les débuts de la civilisation. D'abord vient le roi, puis l'armée, puis les remparts. Mais il y a 6000 ans, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Roumanie, cette histoire s'écrivait très différemment. Des gens ont bâti des villes ici, de vraies villes, de vastes centres urbains organisés pouvant accueillir jusqu'à 15 000 personnes à leur apogée, des agglomérations si immenses qu'elles éclipsaient tout ce qui se construisait en Mésopotamie à la même époque et qui précédait les pyramides égyptiennes de plus d'un millénaire. Et pourtant, pas un seul roi n'a jamais arpenté leurs rues. Aucun soldat ne montait la garde à leurs portes parce qu'il n'y avait pas de porte, pas de palais, pas de trône. Il n'y avait que la ville. Et puis, tous les 60 à 80 ans, il n'y avait plus que des cendres. On les appelle les Cucuteni Tripilia. Ils n'ont pas seulement bâti les premières mégapoles de l'histoire, ils les ont brûlées, délibérément, à plusieurs reprises. Et après près de 1500 ans d'existence, ils sont simplement disparus. Sans conquête, sans épidémie, sans qu'aucun empire les engloutisse. Juste de la cendre, de l'art et des questions auxquelles on peine encore à répondre. Tout commence vers 5500 avant notre ère, quand des communautés se forment dans un corridor s'étendant des Carpates jusqu'au fleuve Dniepr. D'abord des villages, puis, vers 4000 avant notre ère, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les agglomérations explosent d'en taille, certaines couvrant jusqu'à 340 hectares. Le site de Talianki, en Ukraine, abritait à lui seul entre 10 et 15 000 habitants, ce qui en faisait l'un des plus grands établissements humains de la planète à cette époque. Et ce n'était pas un étalement anarchique, c'était pensé, organisé. Des relevés aériens et des radars à pénétration de sol ont révélé des anneaux concentriques de maisons disposés en d'immenses formations ovales, parfois 5 anneaux de profond, tous orientés vers un espace central ouvert. Un mandala tracé en bois et en argile, reproduit sur des dizaines de sites. Mais dans tout cet espace, malgré toutes ces structures, les archéologues n'ont trouvé pratiquement aucune trace d'une élite dirigeante. Pas de bâtiments surdimensionnés, pas de sépultures fastueuses, pas de salle du trésor, pas de salle du trône. L'archéologue Mikhail Videyko, l'un des principaux chercheurs sur ces mégasites, a décrit leur organisation sociale comme quelque chose qui ne rentre tout simplement pas dans nos modèles standards du développement urbain précoce. L'absence de hiérarchie n'était pas un vide dans l'épreuve, c'était une caractéristique fondamentale de cette civilisation. Pendant plus d'un millénaire, ils ont prouvé que la complexité urbaine n'avait pas besoin d'une classe dirigeante. Maintenant, voilà le détail qui change tout. Ils ont brûlé. Pas une fois, pas à accident. Tous les 60 à 80 ans, avec une précision systématique, les habitants mettaient au feu leur propre maison. Chaque maison, chaque fois. À Nebelivuka, en Ukraine, des fouilles menées par l'archéologue John Chapman et une équipe britannico-ukrainienne ont mis au jour un établissement brûlé en un seul événement coordonné. Les températures dépassaient 800 degrés Celsius, assez chaud pour vitrifier les murs d'argile, assez chaud pour que 6000 ans plus tard, on puisse encore lire la chaleur dans le sol. Ce n'était pas le chaos, c'était une cérémonie. Les chercheurs appellent ça l'horizon des maisons brûlées. Un camp d'historiens soutient que c'était pragmatique, éliminer les nuisibles et les dépôts biologiques accumulés dans les structures bois au fil des décennies. Efficace, hygiénique, sensé. Mais John Chapman lui-même remet en question cette lecture. Dans beaucoup de ces structures brûlées, les objets n'avaient pas été emportés, ils avaient été disposés. Des récipients de céramique placés délibérément, des figurines positionnées sur des plateformes, du grain scellé dans des pièces enflammées. On ne met pas ces affaires en scène pour une simple opération de désinfection, on les emporte avec soi. Le tableau qui émerge est celui d'une civilisation qui traitait la destruction comme un renouveau, qui mesurait le temps non pas en années, mais en cycles de feu et de reconstruction, où brûler sa maison n'était pas un féchec, c'était le commencement de ce qui allait suivre. Et de ces cendres, ils ont créé certaines des œuvres d'art les plus saisissantes que le monde antique ait jamais produites. Sors une céramique Cucuteni du sol aujourd'hui et tu restes figé sur place. Pas des poteries rudimentaires, des objets fluides, complexes, couverts de patrons géométriques en spirale qui semblent se mouvoir à mesure que ton regard les suit. Rouge dais, noir et blanc, appliqués avec une précision qui témoigne d'une culture qui prenait le monde visuel très sérieusement. Les plus belles collections sont conservées aujourd'hui au Musée national d'histoire de Moldavie et au Musée d'archéologie de Piatra Neamț en Roumanie. Et même là, derrière la vitre, elles semblent vivantes.
L'archéologue roumain Marco Merlini a passé des décennies à cataloguer des symboles récurrents sur des centaines de sites Cucuteni, soutenant que certaines combinaisons vont au-delà de simples décorations, suggérant les premières traces de communication symbolique dans la préhistoire européenne. On ne le sait pas avec certitude, mais la consistance observée entre sites séparés par des centaines de kilomètres et des multiples générations est impossible à balayer d'un revers d'un bas. Il y a aussi les figurines. Centaines retrouvées sur des sites, beaucoup représentant des formes féminines placées délibérément à l'intérieur des structures avant l'incendie. Et une figure assise, retrouvée à Cernavoda en Roumanie et datant d'environ 5000 avant notre ère, connue simplement comme le penseur. Les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Pas une divinité vénérée, une idée en train d'être pesée. C'est l'un des objets les plus sobrement puissants qui nous soit parvenu du monde antique, et il nous dit quelque chose d'essentiel à ces peuples. Leur obsession pour la symétrie, le patron et l'abstraction n'étaient pas séparés de la façon dont ils construisaient leur ville. C'était le même élan, la même civilisation, exprimant les mêmes valeurs dans chaque médium qu'elle touchait, ce qui rend le tableau qui émerge d'autant plus difficile à accepter. Vers 3500 avant notre ère, les mégasites ont commencé à rétrécir. Pas tout d'un coup, pas de façon dramatique, mais le schéma dans les archives est clair. Les agglomérations se contractent, de nouveaux mégasites cessent de se former. Des communautés de milliers de personnes se fragmentent en groupes plus petits et plus dispaits. Et surtout, rien de tout cela ne ressemble à un effondrement interne. Pas de fosse commune, pas d'augmentation de violence dans les restes squelettiques, pas de sépulture d'élite soudaine, pas de fortification. Une société sans hiérarchie n'a pas soudainement développé l'une pour se déchirer de l'intérieur. Alors, que s'est-il passé ? Une étude de 2019, s'appuyant sur des carottes de pollen et des sédiments de sol à travers la steppe pontique, a identifié un schéma significatif de détérioration climatique débutant vers 3800 avant notre ère. La région s'est rendue plus sèche. Le sol qui avait soutenu une agriculture dense pendant 2000 ans a commencé à se dégrader. Des analyses isotopiques plus récentes sur des sites ukrainiens, publiées en 2023, ont renforcé ce tableau, suggérant que les conditions ont évolué vers quelque chose ressemblant à un inversement du Sahara vert, des landscapes humides productifs cédant à la place à un climat de plus en plus aride et imprévisible. Et voilà le paradoxe cruel. Une société sans roi est peut-être profondément égalitaire, mais elle est peut-être aussi moins capable de la réponse rapide et centralisée qu'une crise l'exige. Sans une autorité pour réquisitionner des ressources ou forcer une adaptation collective, la seule réponse disponible avait été peut-être la seule réponse honnête. Se disperser, réduire l'empreinte, revenir à des vies plus petites, plus flexibles. Les derniers mégasites n'ont pas été brûlés en cérémonie, ils ont simplement été abandonnés, et la forêt a repris ses droits. Les Cucuteni Tripilia n'ont pas disparu dans le sens habituel du terme. Des recherches en ADN ancien menées par l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive ont confirmé que leurs lignées génétiques ont continué dans le patrimoine génétique européen bien après que les villes se soient tues. Leurs connaissances agricoles ont façonné les cultures paysannes qui ont suivi. Leurs spirales en céramique ont ressurgi dans l'art de l'âge de bronze européen d'une manière trop cohérente pour être un coïncident. Ils n'ont pas disparu, ils se sont dissous dans les populations, dans la terre et dans la mémoire profonde d'un continent. Mais les villes, elles, étaient parties. Et c'est ce qui reste avec toi. Ils ont bâti les plus grandes agglomérations que le monde antique ait jamais connues, sans roi, sans armée, sans coercition. Ils ont maintenu cette expérience pendant plus de 1500 ans, plus longtemps que Rome n'a duré. Et quand la terre ne pouvait plus soutenir l'échelle de ce qu'ils avaient bâti, ils ont laissé aller. Pas de dernière guerre, pas de dernier combat dramatique. Juste un retour silencieux à une vie plus petite. On veut que cette histoire ait un sens net, que la hiérarchie est inévitable, que la nature gagne toujours. Mais les Cucuteni Tripilia ne nous donnent pas de morale. Ils nous donnent une question. Si la première expérience urbaine de l'histoire humaine a pu s'élever sans oppression et outlaster la plupart des civilisations qu'on célèbre réellement, que cela nous dit-il des certitudes qu'on n'a jamais pensé à remettre en question? Ils brûlaient leurs maisons à chaque génération pour repartir de zéro. Les cendres sont encore dans la terre. La question est encore dans l'air.